La capitaine de corvette Camille Darel servait à bord du porte-avions Montréal depuis 8 mois quand elle remarqua pour la première fois la façon dont le commandant Lionel Mercer scrutait chacun de ses gestes. Ce gigantesque navire était devenu sa maison au fil de 3 déploiements en mer, fendait les eaux grises du Pacifique sous un ciel bas qui semblait refléter la tension grandissante entre ses supérieurs. Camille n'avait jamais cherché à attirer l'attention. Alors que d'autres officiers remplissaient le carré des officiers de leurs éclats de rire forcés et de récits bruyants, elle, en silence, relisait les plannings de vol, vérifiait une énième fois les journaux de maintenance et s'assurait que chaque détail des opérations aériennes se déroulait sans accroc. Son dossier de service était irréprochable, ses résultats toujours remarquables, mais elle possédait ce quelque chose qui rendait certains supérieurs nerveux. Cette assurance tranquille de ceux qui maîtrisent leur métier mieux que ceux qui donnent les ordres. Le premier signe d'alarme apparut lors d'un briefing ordinaire dans la salle de préparation. Le commandant Mercer se tenait devant la salle, uniforme impeccable mais regard glacé comme l'océan d'hiver. À partir d'aujourd'hui, chaque plan de vol devra passer par mon bureau pour approbation personnelle, annonça-t-il d'une voix d'homme qui aimait faire sentir son pouvoir. Camille leva la main respectueuse. « Monsieur, cela risque d'entraîner des retards importants dans nos temps de réaction. Les protocoles actuels garantissent déjà la sécurité et l'efficacité. » La voix de Mercer la coupa net, tranchante comme une lame. « Est-ce que j'ai demandé votre avis, capitaine ? Les nouvelles procédures ne sont pas discutables. » La salle se figea dans un silence inconfortable. Camille hocha simplement la tête, impassible malgré la réprimande publique, mais elle perçut les regards inquiets que s'échangèrent certains. La façon dont l'adjudant-chef Julien Moreno se tortilla sur sa chaise disait tout. Ces nouvelles exigences n'avaient aucun sens opérationnel, aucune justification tactique, et semblaient n'exister que pour affirmer la domination d'un supérieur sur un département qui tournait parfaitement sous la vigilance de Camille. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage à ces héros silencieux du quotidien. Après la réunion, Moreno s'approcha d'elle à voix basse. « Madame, tout le monde sait que vous tenez la meilleure section aérienne de toute la flotte. Ce qu'il a fait était inutile. » Camille lui offrit un léger sourire, mais garda un ton professionnel. « On suit les ordres, adjudant-chef. C'est notre travail. » Pourtant, seule dans sa cabine ce soir-là, fixant le plafond, elle se demanda quand la compétence était devenue un handicap. Elle avait mis 12 ans à mériter le respect de ses pairs par l'excellence, en protégeant ses équipes, en assurant la réussite des missions. Mais maintenant, elle avait la désagréable impression d'être dans la ligne de mire d'un fusil qu'elle ne voyait pas. En quelques jours, les nouvelles procédures semèrent le chaos. Les vols accumulaient les retards, les créneaux de maintenance devenaient dangereusement courts et la fatigue des pilotes s'accentuait alors que les opérations s'étiraient inutilement. Camille enchaînait les journées de 16 heures pour tenter de maintenir un niveau de sécurité acceptable, tout en naviguant dans le labyrinthe bureaucratique dressé autour d'elle. Le deuxième avertissement survint tard, un soir, lors d'une inspection des équipements. Elle relisait des rapports d'avionique dans le hangar sous la lumière blafarde quand Mercer apparut derrière elle. Son expression, sous les néons, avait quelque chose de prédateur. « Encore en train de travailler tard, Darel », glissa-t-il avec un ton où perçait une insinuation malsaine. Camille se redressa et répondit calmement. « Je veille à la disponibilité des appareils, monsieur. Les nouvelles procédures allongent les préparatifs. » Mercer s'approcha, réduisant la distance entre eux. Vous savez, certains officiers comprennent l'importance de la loyauté. D'autres se croient plus malins que leurs supérieurs. Camille soutint son regard, refusant de se laisser intimider. « Ma priorité reste la mission, monsieur. Toujours. » Mercer laissa échapper un sourire sans chaleur. « Intéressant, de la part de quelqu'un qui remet en cause chacune de mes décisions. » La conversation ressemblait à un piège. Chaque mot choisi pour l'enfermer. Camille connaissait ce genre d'hommes, ceux qui prenaient la compétence pour une menace et le professionnalisme pour de l'insubordination. Elle choisit la voie la plus sûre. « Je suis les ordres, monsieur », dit-elle simplement. Mercer se détourna lentement. « Nous verrons bien, capitaine, nous verrons. » Quand il quitta le hangar, Camille sentit la menace peser sur ses épaules, sourde et oppressante comme un brouillard. Elle n'avait rien fait de mal, mais dans la marine de Mercer, cela n'avait peut-être aucune importance. 3 semaines plus tard, les rumeurs se mirent à circuler comme un feu dans la paille.
Elle entendit les premiers murmures à la cantine du matin. Des fragments de phrases glacèrent son sang. Quelqu'un dans les opérations aériennes aurait compromis la sécurité. Violation délibérée, une enquête en cours. Camille retrouva Moreno dans la baie avionique. Il avait l'air préoccupé, les yeux rivés sur un écran diagnostic. « Adjudant-chef, que se dit-il dans les coursives ?» Moreno jeta des regards autour de lui, puis répondit tout bas. « Madame, quelqu'un alimente Mercer en information. Des histoires de raccourcis, de violations, de protocoles ignorés, et tout pointe vers votre section. » Le plan se dessinait sous ses yeux. Les procédures absurdes, la surveillance accrue, les affrontements tardifs, tout cela n'était qu'un piège, méticuleusement tendu pour la faire tomber. « Vous avez vu des preuves ?» demanda-t-elle. Moreno secoua la tête. « Rien d'écrit. Que des rapports verbaux, des plaintes officieuses, impossible à réfuter mais suffisant pour semer le doute. Toute la journée, Camille repasse en revue chaque décision, chaque rapport, chaque consigne. Son dossier était impeccable. Ses méthodes exemplaires, ses taux de sécurité parmi les meilleurs de la flotte. Mais elle commençait à comprendre que les faits comptaient moins que la perception. Et Mercer s'évertuait à en façonner une, à sa manière. Ce soir-là, la voix tremblante d'une jeune lieutenante vint frapper à sa porte. Élodie Lambert, une officier récemment affectée aux opérations aériennes. « Madame, je dois vous dire quelque chose. Hier, le commandant Mercer m'a convoqué. Il m'a posé des questions sur votre style de commandement, vos décisions, si vous arrondissiez les angles, parfois. » Camille sentit son estomac se nouer. « Et que lui avez-vous dit ? » ?»« La vérité, que vous êtes la plus méticuleuse des officiers avec qui j'ai servi, que vous ne trichez jamais. » Mais il insistait, suggérant que peut-être je ne voyais en pas tout. La stratégie de Mercer apparaissait dans toute sa froideur. Il interrogeait ses subordonnés, semait la suspicion, tissait une histoire de négligence pour justifier ce qu'il préparait. Cette nuit-là, Camille appela son ancienne mentor, la capitaine Evelyne Roussel, récemment mutée à Toulon. La voix d'Evelyne fut sans détour. « Camille, sois sur tes gardes. Mercer a la réputation d'éliminer ceux qu'il perçoit comme une menace. Il est méthodique, patient et impitoyable. » Camille soupira. « Mais je n'ai rien à me reprocher. Justement, c'est ce qui dérange des gens comme lui, » dit Evelyne d'un ton triste. « L'excellence dérange les médiocres. Il préfère des médiocres obéissants qu'une officier irréprochable mais indépendante. » Le lendemain matin, Camille fut convoquée dans le bureau de Mercer. Il l'attendait derrière son bureau, un dossier posé devant lui et ce sourire satisfait qu'elle commençait à connaître. « Capitaine Darel, plusieurs rapports inquiétants me sont parvenus concernant votre gestion des opérations aériennes. » Commença-t-il d'une voix mielleuse. Plusieurs sources évoquent des raccourcis, des protocoles ignorés pour tenir des délais irréalistes. Camille resta droite, la mâchoire crispée. « Monsieur, je souhaiterais consulter ces rapports et apporter la preuve de mon respect absolu des consignes de sécurité. » Mais Mercer ne lui laissa pas la moindre ouverture. « Ce n'est pas une négociation, capitaine. C'est une notification. À compter de ce jour, vous êtes placé sous revue administrative en attendant les conclusions de l'enquête. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup en plein ventre. Une revue administrative signifiait suspension de ses fonctions, isolement de son équipe et une tâche sur son dossier qui, même effacée, resterait gravée dans les mémoires. « Monsieur, je demande la possibilité de présenter immédiatement des preuves en ma défense. » Osa-t-elle encore. Mercer secoua la tête amusé. « Vous aurez tout le loisir de vous exprimer par les voies appropriées. En attendant, vous êtes consigné à vos quartiers, sauf pour les repas et les briefings obligatoires. » En quittant son bureau, Camille sentit le poids insupportable de l'injustice sur ses épaules. 12 années de service exemplaire, d'opérations impeccables, de vie protégée, réduites à néant par une simple phrase d'un homme qui craignait l'excellence. Et pourtant, alors qu'elle remontait les coursives du navire, elle croisa des regards qui ne la condamnaient pas. Au contraire, des regards pleins de colère, de compassion et de solidarité. Moreno lui adressa un signe de tête respectueux. Lambert, les yeux humides, lui offrit un discret sourire d'encouragement. Même des matelots qu'elle connaissait à peine semblaient comprendre que ce qui se passait n'était pas juste. Mercer avait peut-être le pouvoir de briser sa carrière, mais il ne pouvait effacer les liens qu'elle avait construits ni le respect qu'elle avait inspiré. L'enquête fut une mascarade dès le premier jour. Camille se retrouva assise dans une salle de conférence glaciale pendant que Mercer présentait son dossier au capitaine du navire, Benoît Langlois. Les preuves n'étaient que des rumeurs habilement enrobées.
Les témoins semblaient réciter un récit appris par cœur et les conclusions étaient manifestement écrites d'avance. La capitaine Darrell a ignoré à plusieurs reprises les protocoles pour atteindre ses objectifs opérationnels, déclara Mercer d'une voix pleine d'assurance. Plusieurs membres de l'équipage ont exprimé leur inquiétude quant à ses méthodes et à ses prises de décision. Camille resta immobile, écoutant son nom être sali, ses actions déformées, ses réussites minimisées et ses intentions caricaturées. « Monsieur le capitaine », demanda-t-elle enfin d'une voix maîtrisée, « puis-je répondre aux accusations et présenter des faits documentés ?» Langlois, qu'elle avait pourtant toujours cru juste et honorable, ne daigna même pas croiser son regard. « L'enquête suit son cours, capitaine Darrell. Vous aurez l'occasion de vous exprimer en temps voulu. Ce fut pire que les mensonges de Mercer. Que cet homme, qui l'avait félicité tant de fois, la traite soudain comme une étrangère, un problème qu'il fallait gérer, la blessa profondément. Quand elle regagna ses quartiers, elle trouva 2 maîtres d'armes en train de fouiller ses affaires. Son ordinateur avait été confisqué, ses fichiers examinés, sa vie privée violée au service d'une vendetta minable. Moreno la rejoignit quelques minutes plus tard, la colère visible sur son visage. « Madame, c'est une honte. Tout le monde ici sait que c'est injuste. Le reste de l'équipage parle de déposer une plainte collective à l'inspection générale. » Mais Camille secoua la tête. « Je vous en prie, adjudant-chef. Je ne veux pas que mes hommes risquent leur carrière pour moi. Mercer est trop bien connecté. Il ne vaut pas la peine que vous ruiniez vos vies. » Moreno serra les poings. « Pourtant, madame, vous êtes la meilleure officier de ce navire. Vous avez sauvé des vies, évité des accidents, formé la moitié de l'équipe aérienne de cette flotte. Comment peuvent-ils faire ça ?» Camille se tourna vers le hublot, contemplant l'océan gris, sans fin. « Parce que la compétence menace l'incompétence, Moreno. Certains préfèrent détruire l'excellence plutôt que d'être confrontés à leurs propres faiblesses. » 3 jours plus tard, elle fut convoquée pour ce que Mercer appela ironiquement une séance de conseil de carrière. Le capitaine Langlois, figé et distant, lui annonça la sentence finale. « L'enquête a révélé des manquements graves à vos responsabilités, capitaine Darrell. Vous serez transféré à la première occasion vers un autre navire de soutien. » Camille sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Monsieur, je demande une cour martiale formelle. Je souhaite pouvoir me défendre, preuves et témoins à l'appui. » Mercer intervint aussitôt, un faux air de douceur dans la voix. « Ce ne sera pas nécessaire. Nous n'avons pas besoin de l'embarras d'un procès public. Acceptez ce transfert et votre dossier restera officiellement propre. » La menace était claire. Partir en silence ou risquer une destruction totale. Camille comprit qu'elle était prise au piège d'un système conçu pour protéger des hommes comme Mercer au détriment de ceux qui faisaient réellement tourner la machine. Elle hocha simplement la tête. « Quand est-ce que je pars ?»« Demain matin, » répondit Langlois. « Préparez vos effets personnels. » Cette nuit-là, elle s'assit à son bureau, écrivit des lettres qu'elle ne posterait jamais. Des mots pour ses jeunes officiers, qui méritaient mieux, pour ses adjudants qui lui avaient fait confiance, pour la marine, qui l'avait trahi. Elle songea à tout renverser, à hurler, à refuser ce traitement. Mais elle pensa aussi aux jeunes qu'elle avait formés, aux marins qui l'avaient suivis, aux principes qu'elle s'était juré d'incarner. Parfois, la dignité consistait à accepter l'injustice avec grâce, à rester droite même quand l'honneur n'était pas reconnu. Parfois, le geste le plus puissant était de refuser de se laisser transformer par la corruption des autres. Camille Darrell quitterait le Montréal avec son intégrité intacte, sa conscience tranquille et la tête haute. Mercer avait gagné cette bataille, mais il n'avait pas brisé son esprit. Alors qu'elle rangeait son unique sac, elle ignorait encore que sa dignité silencieuse allait inspirer quelque chose d'inédit dans l'histoire de la marine. Elle ne savait pas encore que sa marche vers le pont deviendrait un symbole de la différence entre l'autorité et le leadership. Pour elle, il ne s'agissait que de partir comme elle avait toujours servi, avec professionnalisme. Le matin de son départ, le ciel au-dessus du Montréal était bas et lourd, strié de nuages sombres, le vent mordant fouettant le pont d'envol. Camille enfila sa tenue de cérémonie, chaque détail parfaitement ajusté. Son képi était impeccablement aligné, ses rubans fixés avec une précision militaire. Malgré le poids de l'humiliation et de l'injustice, elle avançait d'un pas droit, inébranlable. En franchissant les coursives, elle réalisa que le navire entier semblait l'attendre. Des marins s'étaient alignés sur son passage, certains raides dans une posture d'attention, d'autres la saluant d'un signe de tête discret mais chargé de sens. L'adjudant-chef Moreno était là, planté comme un roc, son salut aussi ferme que le jour où elle l'avait recruté. À ses côtés, la lieutenante Lambert se battait pour retenir ses larmes, levant la main à son front d'un geste tremblant. «
Ils font une erreur, madame, murmura un jeune mécanicien qu'elle avait formé à son arrivée, son regard brillant d'une colère qu'il tentait de dissimuler. Tout le monde le sait. Camille se contenta d'un léger hochement de tête. Prenez soin les uns des autres, répondit-elle calmement. C'est tout ce qui compte. Sur le pont d'envol, la mer déchaînée formait des vagues blanches sur l'horizon. Elle aperçut le canot pneumatique qui l'attendait en contrebas, ses moteurs déjà prêts à la conduire vers le navire ravitailleur où elle serait transférée. Dans son dos, le murmure de conversation se fit plus fort. Mercer, lui, se tenait non loin de la tour de contrôle, bras croisés, le visage satisfait et froid. Le capitaine Langlois, lui, n'avait même pas pris la peine de se montrer. À la place, c'est la commandante en second, Laure Delcourt, qui observait la scène, bras croisés, une expression indéchiffrable sur le visage. En approchant du canot, Camille entendit une voix briser le silence. « Capitaine Darel !» C'était le maître principal Clément Roy, un technicien en électronique qu'elle avait soutenu lorsqu'il avait failli être renvoyé pour une erreur de jeunesse. Il se tenait droit, sa voix résonnant dans l'air marin. « Ce fut un honneur de servir sous vos ordres, madame !» Ces mots eurent l'effet d'une étincelle. D'autres voix suivirent, se mêlant aux embruns et au vent, formant un chœur inattendu. L'officier la plus compétente du bord. « Merci pour tout ce que vous nous avez appris. Vous êtes notre exemple, madame. » La gorge de Camille se serra, mais elle garda la tête haute, son pas sûr et ses traits impassibles. Elle avait redouté le silence, l'humiliation, la solitude. Elle ne s'était pas attendue à ce que tout le navire refuse de se taire face à l'injustice. Alors que le canot démarrait et s'éloignait du Montréal, le pilote, le quartier-maître Éric Dumas, se pencha légèrement vers elle. « Madame, vous saviez que ça se passerait comme ça? Que tout l'équipage vous soutiendrait ?» Camille resta fixée sur l'horizon, sa voix calme malgré l'émotion. « Ce n'est pas pour moi qu'ils l'ont fait, c'est pour ce que cela représente. » Elle ne se retourna pas. Elle ne vit pas ce qui commençait à se produire derrière elle. Mais sur la passerelle du Valmy, le destroyer en tête de l'escorte, la commandante Julie Menard observait la petite silhouette du canot s'éloigner et prit une décision qui allait marquer l'histoire de la flotte. « Timonier, cap 270 » ordonna-t-elle doucement. « Madame, cela nous éloigne de la formation assignée » répondit l'officier de quart, hésitant. Menard fixa l'écran de navigation puis le canot au loin. « Exécutez l'ordre » La modification de cap fut subtile, presque imperceptible. Mais elle ne passa pas inaperçue. Sur la passerelle du Montréal, l'officier tactique fronça les sourcils. « Monsieur, le Valmy dévie de la formation, sans explication apparente. » Mercer, qui savourait encore sa victoire, se contenta d'un geste agacé. Un simple ajustement, rien d'important, surveiller et continuer. Mais quelques minutes plus tard, le Turenne fit la même manœuvre, suivi du Vauban, puis du Lorraine. Un à un, les bâtiments d'escorte de la force navale modifiaient leur cap, dessinant une figure en direction du canot qui emportait Camille. Sur la passerelle du Montréal, Laure Delcourt fixait la carte avec des yeux écarquillés. Elle avait 18 ans de service, mais elle n'avait jamais rien vu de tel. Elle ordonna qu'on contacte la commandante en chef, l'amiral Solange Barrault, à bord du navire amiral Saint-Cyr. Quelques ponts plus haut, Mercer avait fini par remarquer le schéma étrange qui se dessinait sur l'écran. Que font ces imbéciles? C'est de l'insubordination pure et simple. Ils compromettent de la sécurité opérationnelle. Mais sur le visage de Langlois, quelque chose avait changé. Une ombre de honte, peut-être, ou la réalisation que le silence avait assez duré. « Ce n'est pas une rupture de formation », répondit-il d'une voix dure. « C'est une nouvelle formation, celle qui honore la compétence plutôt que le grade. » Sur le Saint-Cyr, l'amiral Barrault avait déjà reçu des messages codés de plusieurs commandants de la force. Tous racontaient la même histoire. Un officier d'exception sacrifié sur l'autel de la politique et de la médiocrité. Elle décrocha le téléphone sécurisé et ordonna une enquête immédiate. En quelques heures, grâce aux preuves découvertes dans les journaux de bord par une technicienne perspicace du Vauban, les mensonges de Mercer commencèrent à s'effondrer. Témoignages, incohérences, contradictions, tout était là. Quand le Montréal reçut enfin l'appel officiel de la flotte, Langlois donna l'ordre de stopper les machines. Toute la formation resta figée quelques instants dans un alignement parfait, la proue tournée vers Camille. Sur la passerelle, Mercer pâlissait à vue d'œil. La fierté avait disparu de ses traits, remplacée par la peur. « Monsieur le capitaine, je peux tout vous expliquer. Il y a eu des malentendus. » Langlois le fit taire d'un seul mot. « Assez. Vous êtes relevé de vos fonctions en attendant la conclusion de l'enquête. » Les maîtres d'armes l'escortèrent, tête basse. Quelques minutes plus tard,
Le même canot qui avait emporté Camille fit demi-tour pour la ramener à bord. Dumas, le pilote, lui souffla à mi-voix « Madame, jamais je n'avais vu ça. Toute la flotte tournée vers vous, l'amiral elle-même mobilisée. C'est comme dans une légende. » Camille regarda enfin la formation navale derrière elle. 17 navires alignés, immobiles, défiant silencieusement l'injustice. Sa gorge se serra, mais elle murmura simplement « Ce n'est pas pour moi. C'est pour ce que nous voulons que cette marine reste. » Quand Camille posa le pied sur le pont du Montréal, la réaction fut immédiate. Une clameur monta, portée par des dizaines de voix qu'on n'avait pas pu museler. « Bienvenue, madame. Justice rendue. Notre capitaine. » Ces cris, loin de troubler la discipline, sonnaient comme une revendication collective. Les marins et officiers formaient une haie d'honneur jusqu'à la tour de commandement. Moreno l'attendait à son poste, les traits illuminés d'un rare sourire. Lambert essuyait ses joues humides, incapable de cacher son émotion. Même ceux qui l'avaient à peine connu s'étaient rassemblés pour voir ce moment historique. Camille, elle, gardait sa dignité, la tête haute et l'allure droite, mais dans ses yeux brillait une lueur de gratitude sincère. Au pied de la tour, l'amiral Barrault l'attendait. À ses côtés, Langlois paraissait diminué, conscient d'avoir failli à son devoir. « Capitaine Darel », déclara l'amiral d'une voix forte, « la marine vous doit des excuses, votre honneur est rétabli, votre dossier a été blanchi, et vous êtes immédiatement promu au grade de capitaine de frégate. Vous serez dès à présent affecté comme commandante en second du Saint-Cyr. » La foule applaudit, et Camille, droite comme un mât, répondit simplement « Merci madame, j'accepte avec honneur ». Mais pour elle, la véritable victoire n'était ni dans les galons supplémentaires, ni dans la nouvelle affectation prestigieuse. C'était de savoir qu'une leçon avait été gravée dans les esprits de tous ceux qui avaient assisté à cet épisode, que la compétence valait mieux que les intrigues, que l'intégrité valait mieux que la politique, que le silence face à l'injustice n'était pas une option. Quand la flotte reprit sa formation et se remit en route, la mémoire de ce jour resta ancrée dans le cœur de tous, comme un symbole de ce que la marine devrait toujours être, un refuge pour l'excellence et la dignité. Quelques mois plus tard, Camille prit ses fonctions comme commandante en second du Saint-Cyr, navire amiral de la flotte. La culture à bord avait déjà commencé à changer. Les jeunes officiers lui souriaient avec admiration, certains demandant à être transférés sous ses ordres. L'amiral Barrault, elle, n'avait pas seulement voulu réhabiliter Camille, elle avait voulu marquer un tournant dans l'institution. Et ce changement était déjà visible. Dans la salle des rapports, Camille accueillit ses chefs de service avec le calme et la précision qui la caractérisait. Chacun savait que leur travail serait scruté avec exigence, mais aussi qu'il serait reconnu et valorisé. À la fin de la réunion, elle ajouta quelques mots « Ce navire reflète ce que nous sommes. À nous d'en faire un exemple. » Dans les mois qui suivirent, son influence se fit sentir dans toute la flotte. Des officiers de tout grade vinrent la consulter, lui demander conseil. Des réformes commencèrent à émerger sous le nom officieux de protocole Darel, visant à protéger les lanceurs d'alerte, à garantir des enquêtes justes et à encourager la compétence plutôt qu'à la punir. Mercer, lui, fut jugé et radié de la marine avec déshonneur. Langlois fut contraint à une retraite anticipée. Quant à Camille, elle restait concentrée sur ce qu'elle avait toujours su faire, servir avec honnêteté et protéger ceux qu'elle commandait. Un an plus tard, elle se tenait sur la passerelle d'un navire flambant neuf, le Liberté, destroyer dernier cri, dont elle venait de recevoir le commandement. La cérémonie de prise de commandement attira des officiers de toute la flotte, tous venus saluer celle qui avait montré qu'on pouvait résister et gagner. L'amiral Barrault lui remit son 4e galon sous les applaudissements. « Capitaine Darel, déclara-t-elle solennellement, votre parcours incarne ce que la marine française doit être. Vous rappelez à chacun de nous que le courage et la droiture l'emportent toujours sur la peur et la petitesse. Mais ce qui comptait pour Camille n'était pas tant les honneurs que la transformation silencieuse qu'elle percevait déjà autour d'elle. Dans les yeux des jeunes officiers qu'elle croisait à la cafétéria ou sur le pont, elle lisait une détermination nouvelle, celle de défendre l'intégrité, même quand c'était difficile. Un soir, alors que le Liberté fendait la mer sous un ciel étoilé, elle relut un message codé de l'amiral. « Le Conseil supérieur vient d'approuver votre nomination au grade de contre-amiral à la prochaine session. Vous avez changé plus que votre destin. Vous avez changé la marine. » Camille sourit doucement, rangea le message et s'approcha du bastingage.
L'océan s'étendait à perte de vue, parsemé des lumières des autres navires. Dans ce silence, elle songea à tout ce chemin parcouru, aux humiliations, aux combats, à cette flotte qui un jour s'était tournée vers elle pour dire non à l'injustice. Et elle comprit que la véritable force de la marine ne résidait pas dans ses canons ou ses radars, mais dans le caractère de ceux qui la servaient avec honneur. Alors qu'elle sentait le vent marin caresser son visage, elle murmura pour elle-même « Ce n'est pas seulement ma victoire, c'est la leur ». Et quelque part, dans les messes et les coursives de la flotte, de jeunes officiers, de jeunes matelots, se souvenaient que, grâce à Camille Darel, on pouvait rester fidèle à soi-même et tenir la tête haute, même face à la tempête. Car la véritable autorité ne vient pas du pouvoir de punir, mais de la sagesse de protéger ceux qui méritent qu'on se batte pour eux. Et sur la mer, cette nuit-là, la liberté traçait sa route, emportant avec elle la leçon de celle qui avait refusé de plier. Que l'honneur ne se commande pas, il se mérite. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.